bienvenue à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les championnats européens. Avec nous notre consultant Manu Petit. Manu, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Val, Élise. Bonjour, vous êtes en duplex depuis nos studios parisiens. Et puis avec moi, comme d'habitude, la charmante Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Nous allons feuilleter la presse avec vous. Aujourd'hui, le programme est donc chargé. Surtout, restez avec nous. 37e donc et avant-dernière journée de Ligue 1. Vous le savez, c'est le fameux multiplex. Tous les matchs sont joués à la même heure et regardez les résultats. Le PSG remporte son 3e titre d'affilée avec une victoire 2-1 sur le terrain de Montpellier. Derrière Lyon, on n'y a pas cru. Il a fait match nul. Un partout face à Bordeaux, Monaco-Bas-Metz, 2-0. Marseille écrase Lille à l'extérieur, 4-0. Enfin, Saint-Etienne l'emporte 2-1 sur le terrain d'Évian-Tonneau. Et on connaît le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain empoche la mise. Cette année, c'est vraiment pas une surprise, mais ça y est, c'est officiel. Un 5e titre de champion de France de son histoire et le 3e d'affilée. Une très belle année pour les Parisiens, car c'est aussi le 3e trophée de la saison. Après le trophée des champions gagné contre Guingamp 2-0 en août et la Coupe de la Ligue face à Bastia 4-0 en avril. Et les Parisiens auront l'occasion de réaliser un quadruplé inédit en finale de la Coupe de France le 30 mai prochain contre Auxerre, pensionnaire de Ligue 2. Regardez ces belles images de Paris, en fait. Scène de joie à Paris, où les supporters de la capitale se sont rassemblés pour célébrer le 3e titre consécutif du PSG en championnat, le 5e de l'histoire. La victoire 2-1 face à Montpellier a été suffisante. Le président du club a affiché sa fierté et a voulu rendre hommage au chemin parcouru par ses joueurs. Je suis très fier vraiment de mon entraîneur, mon joueur aussi, parce qu'on a été très dur pour nous cette année, c'est vrai. 8 mois, on a été très dur. Tout le monde nous parle de Paris Saint-Germain pour les gagner le championnat, mais on montrait Paris Saint-Germain vraiment une grande équipe. On a été là pour le grand match, pour le grand moment. Les investissements consentis l'été dernier ont porté leurs fruits et le joueur à 50 millions, David Luiz, était particulièrement heureux de cette victoire. Ce n'est jamais facile, donc on essaye de faire le meilleur match possible. Parfois on y arrive et d'autres fois non. Mais je suis très heureux de faire partie de ce club et de notre philosophie de jeu. Nous essayons de remporter tous les matchs et j'en suis très heureux. D'autres joueurs, arrivés plus tôt, sont d'autant plus fiers d'inscrire leur nom dans la légende parisienne. Oui, bien sûr, c'est créer l'histoire et surtout remporter un autre trophée cette année et être vraiment satisfait lorsqu'on sera en vacances. Les championnats français sont toujours en course pour réaliser un superbe triplé. Le championnat et la Coupe de la Ligue sont déjà acquis alors que les hommes de Laurent Blanc devront défier l'AJ Auxerre en finale de la Coupe de France. Reste maintenant à concrétiser les espoirs européens de la direction. Alors Manu Petit, très belle année pour le Paris Saint-Germain. Finalement, sur la longueur, personne ne pouvait défier cette machine à but. Non, on aurait pu penser que l'Olympique de Marseille, qui a fait une très bonne partie de saison les 6 premiers mois, on aurait pensé également que l'Olympique lyonnais, jusqu'à il y a 15 jours, ils étaient vraiment coude à coude avec Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que ce Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée des Qataris, n'a pas vraiment d'outsider à leur portée. Donc, ils ne font que rafler des titres au niveau hexagonal. Il leur manque simplement, comme vous l'avez souligné, la Coupe de France. C'est le seul titre à l'heure actuelle qui échappe aux Qataris depuis leur arrivée. Donc c'est vrai qu'une saison qui a été très mal embarquée, qui se termine de la plus belle des manières et qui est possible de finir justement en marquant encore plus l'empreinte historique. Est-ce que finalement ce n'est pas un titre logique, un parterre de stars, un pouvoir économique grandissant alors que la Ligue 1 s'appauvrit? C'est quoi le foot finalement, Manu? C'est le pouvoir de l'argent? C'est le monde dans lequel on vit, Valérie. C'est les victoires à crédit, c'est l'argent que l'on met sur la table. On attire les meilleurs joueurs, on truste justement les meilleurs joueurs par rapport à la concurrence. Et donc, au final, on achète des victoires à crédit. Donc, c'est malheureusement la synthèse du monde dans lequel on vit et ça ne va pas s'arranger, Valérie. Alors Lise, justement, comme prévu, les joueurs vont gagner une belle prime pour leurs efforts. Oui, les dirigeants qataris vont verser 400 000 € de prime à chaque footballeur pour ce 3e sacre consécutif. Alors ça s'ajoute à une somme qui a été déjà touchée pour la victoire en Coupe de la Ligue.
40 000 € plus ce que les joueurs du PSG ont obtenu pour les quarts de finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire 250 000 €. Donc au total, les joueurs ont touché cette année 690 000 € de primes. Ça fait une belle maison sur la Côte d'Azur. Manu, vous croyez que cette finalement carotte financière, c'est la méthode infaillible ? C'est le beurre dans les épinards. Donc c'est vrai que c'est la carotte. Maintenant, vu les salaires faramineux que touchent la plupart des joueurs du PSG, bon, c'est une goutte parmi tant d'autres. C'est vrai que ça va peut-être choquer les gens qui vont nous écouter et nous regarder. C'est vrai que ce sont des sommes astronomiques. C'est d'une société privée à l'heure actuelle qui gère le football d'une façon générale. Donc en dehors des salaires, il y a toujours des primes aux intéressements, aux objectifs atteints. Donc là-dessus, j'ai rien à redire. C'est vrai que ces sommes peuvent paraître choquantes, mais c'est dans l'économie de marché à l'heure actuelle qui est au niveau des sociétés privées. Donc ça me choque pas plus que ça. Je dirais que ce soit dans les banques, que ce soit dans la finance, que ce soit dans beaucoup de secteurs d'activité, d'économie, il y a toujours des primes à l'intéressement et des primes. Alors justement, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. L'ancien président de la République et grand fan du Paris Saint-Germain, Nicolas Sarkozy, s'est dit prêt à cotiser pour faire venir une nouvelle star, Lise Barenboim, parce qu'il n'y en a pas assez au Paris Saint-Germain. En fait, il a organisé un live tweet sur Twitter et au cours de cette discussion, eh bien, oui, il a demandé aux supporters du PSG de se cotiser pour arracher Paul Pogba, qui est actuellement à la Juventus de Turin. Mais ce qu'on sait, c'est que le milieu international aurait refusé une offre de 15 millions € par an. C'est donc loin d'être gagné. Manu, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu exagéré quand même de demander une mobilisation financière pour un club qui est aussi riche ? Non, mais je pensais que Nicolas Sarkozy, qui manque pas d'humour, je pensais qu'il avait demandé que les spectateurs du PSG se cotisent afin de rembourser la dette colossale du parti politique de l'UMP. Mais non, il n'en est rien. Mais bon, voilà. On ne sait jamais, donc, on peut toujours rêver. Si vous voulez mettre une petite pièce dans le chapeau, elle est la bienvenue. Vous cotisez ? Oui. Non, mais sincèrement, pour cotiser pour faire venir Paul Pogba, je vois qu'à l'heure actuelle, l'UEFA réfléchit à adoucir son fair play financier qui frappe lourdement le Paris Saint-Germain dans certains domaines, notamment sur le domaine des transferts. Donc, je pense qu'il va y avoir une conciliation à ce niveau-là. Donc, il n'y aura pas l'obligation pour les supporters de se cotiser. Rassurez-vous, ils ont un propriétaire qui est extrêmement riche. Lise, en tout cas au PSG, il y en a un qui pense aussi au spirituel. Il n'y a pas que de l'argent là-bas, rassurez-nous. Oui, c'est David Luiz, le défenseur brésilien. Alors, on l'avait déjà évoqué. Il est très croyant. Eh bien, il s'est fait baptiser dans la piscine de son coéquipier Maxwell. Alors, il fait souvent référence à Dieu sur le terrain. Et là, sur Instagram, il a carrément dit « Ma vie est à toi et je suis ton serviteur. Tu es toujours au centre de toutes mes décisions. Je t'aime, mon Dieu. Amen. » Donc, je vous rappelle qu'il fait partie d'une église évangélique pentecôtiste. Alors, Manu, il y a vraiment une différence entre les joueurs d'origine justement sud-américaine, très décomplexés par rapport à la religion, et puis les joueurs d'origine européenne. On vous a jamais vu faire des déclarations pareilles, les Européens? Non. Non, c'est vrai qu'en Europe, et notamment ici en France, la religion qui est omniprésente tous les jours dans la vie quotidienne des Français est devenue de plus en plus un sujet tabou, où on a l'impression que c'est devenu presque une obligation de le mettre sur son CV avant de postuler à l'embauche d'un emploi. C'est vrai que lorsque l'on change de continent, ils le vivent de façon beaucoup plus décomplexée, et c'est vrai que la religion n'est pas aussi brandie comme une menace comme ça peut être à l'heure actuelle au sein de l'Europe. Oui. Un mot maintenant sur Lyon. Les Guns sont définitivement deuxième du championnat. Ils ont lâché prise, les Lyonnais, mais on peut quand même les féliciter. Cet entraîneur, surtout ces joueurs issus du centre de formation, c'est vraiment l'antithèse du Paris Saint-Germain Lyon cette année. Lyon est l'antithèse du Paris Saint-Germain, donc même si Lyon, pendant une bonne décennie, a été un petit peu le Paris Saint-Germain d'un point de vue économique, puisqu'il écrasait sa concurrence à ce niveau-là, mais c'est vrai que depuis l'arrivée du mastodonte du Paris Saint-Germain et aussi de l'AS Monaco, Lyon, avec la construction de son nouveau stade, a dû revoir sa copie, puisque financièrement parlant, il n'était plus en Champions League, la manne financière qui pouvait lui permettre justement d'équilibrer son budget. Donc il a fallu qu'il replonge un petit peu dans ce qu'était sa valeur sûre, c'est-à-dire sa formation. Donc c'est l'antithèse du foot business. On le voit aussi avec la montée des clubs corses, notamment JF d'Ajaccio. On le voit avec le plus petit budget en Ligue 2. Ils arrivent à se hisser en Ligue 1. Donc, quelque part, l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue énormément. Mais on sait aujourd'hui qu'il est possible d'atteindre des objectifs sportifs avec peu d'argent.
Mais que c'est dur, que c'est dur. Chaque année, le syndicat des joueurs professionnels organise une grande fête pour remettre le prix de ceux qui ont marqué le championnat. Et même si le très controversé Laurent Blanc a tenu son pari et remporte le prix pour le meilleur entraîneur, eh ben c'est Lyon qui a été mis à l'honneur avec notamment, sans surprise, Lacazette, le jeune attaquant lyonnais qui suscite bien des convoitises. Regardez le résumé de cette soirée avec Mathieu Topman. Le verdict des trophées UNFP est tombé. Une semaine avant la conclusion du championnat et au lendemain du sacre parisien, ce sont 2 jeunes lyonnais qui ont été mis à l'honneur. Devant un parterre de journalistes et de personnalités du ballon rond, Alexandre Lacazette remporte le prix du meilleur joueur de la saison. Il faut dire que le Lyonnais avait mis toutes les chances de son côté avec 27 buts et 5 passes décisives. Il détrône ainsi Zlatan Ibrahimovic, vainqueur des éditions 2013 et 2014. Tout petit, forcément quand on voit des distinctions comme celle-ci, on a toujours envie de s'y retrouver, d'être à la place. Donc savoir que déjà les joueurs ont nominé, ça fait plaisir, mais en plus de repartir avec le trophée et qui plus est avec une grande concurrence telle que Pastore, Verratti ou Ibrahimovic, c'est très très bien. Et l'OL ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisque l'autre grande révélation de son centre de formation, Nabil Fekir, a lui été sacré meilleur espoir de la saison. Un impact indéniable sur le jeu de son équipe et des statistiques incroyables avec 13 buts et 9 passes décisives. Si le dauphin du championnat est bien représenté pour ses trophées avec la présence également de Jérémy Jallet, le PSG de son côté n'est pas en reste. Le prix du meilleur entraîneur de la saison a été décerné à Laurent Blanc, le manager francilien qui peut encore aller rafler la Coupe de France le 30 mai prochain, s'est déjà adjugé la Coupe de la Ligue et le championnat. On y a toujours cru, on n'a jamais rien lâché et on s'aperçoit que c'est les autres qui ont lâché. Donc satisfaction globale au niveau des joueurs, au niveau collectif. Et puis cette récompense individuelle qui m'est remise cet après-midi, mais qui récompense aussi un collectif, c'est-à-dire mon staff technique au complet, et j'y rajouterai aussi mon staff médical. Le PSG a globalement dominé cette cérémonie avec notamment 6 joueurs dans l'équipe type de la saison. Maxwell, David Luiz, Thiago Silva, Javier Pastore, Marco Verratti et Zlatan Ibrahimovic. Marseille est le 3e club à tirer son épingle du jeu avec Steve Mandanda et Dimitri Payet dans le 11 type. Une cérémonie qui vient célébrer la fin d'une saison passionnante où l'on a cru capable Marseille puis Lyon de détrôner le club de la capitale. Mais Paris a montré une fois de plus que pour le moment son équipe est bien la meilleure du championnat. Alors Manu, ils étaient tous là, les présidents de club, on les a aperçus. Philippe Piat, Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport. On a aussi vu le président de la Ligue, Frédéric Thiriez. Dites-moi, est-ce que ça a vraiment de l'importance, ces trophées, ou bien finalement c'est une grande fête, une grande réunion de football pour célébrer la fin de la saison ? C'est à la fois une fête pour célébrer la fin de saison et de remettre des trophées. Mais moi, ce qui me choque en fait, et ça fait très très longtemps que je le dis, je suis un fervent opposant justement aux distinctions individuelles dans un monde collectif. Ça ne fait que favoriser et inciter davantage d'individualisme dans notre société, et notamment dans le football. Et je le regrette profondément. Et l'attitude de gens qui nous gouvernent aujourd'hui dans les gouvernances sportives, en fait, ils continuent à aller dans ce sens-là et alimenter un petit peu ce pour moi qui est un marasme. Donc, bien sûr, c'est une belle fête, mais j'ai l'impression que ça ressemble de plus en plus au Festival de Cannes et qu'on est très très loin du sport et du football tel que je peux le concevoir. Donc, je dirais qu'il faut s'adapter avec la réalité d'aujourd'hui, mais le jour où on remettra justement un prix d'excellence pour une équipe, pour le parcours qu'elle a fait dans une saison, alors ce jour-là, je serai le premier supporter. En tout cas, le championnat est plié pour le titre, mais la lutte pour la 3e place est rude. La qualification pour la Ligue des Champions va se jouer entre 3 clubs, Marseille, Monaco et Saint-Etienne. Vous en pensez quoi, Manu, à votre avis ? Moi, je pense qu'il reste 3 points en jeu, donc laisse Monaco à son destin en main, même s'ils vont jouer à l'extérieur à Lorient. Ils ont 2 points d'avance sur leurs poursuivants que sont Marseille et Saint-Etienne. Il leur faut quasiment un match nul pour être qualifiés, mais je dirais qu'une victoire les assure définitivement d'être en Champions League. Donc c'est une grosse pression à l'heure actuelle, tout ça sur la dernière journée de championnat. C'est palpitant pour les 3 clubs, mais Dieu sait si Marseille
peut se mordre les doigts d'avoir laissé passer autant de points sur les dernières semaines. En tout cas, cette année, la Ligue 1 va avoir arrivé un nouveau petit pousset, Lise Barenbaum. Oui, c'est officiel. Le Gazélec Ajaccio valide sa montée en Ligue 1. C'est la première fois que cette équipe va accéder à l'élite tricolore grâce à une victoire contre Niort 3-2 vendredi dernier. Alors, ce promu possède des installations sportives aux normes, ce qui devrait lui éviter le même sort que l'Uznac qui avait été rétrogradé. Mais avec 4,5 millions d'euros, ça sera quand même le plus faible budget de la Ligue 1. Il va falloir qu'ils reçoivent des aides financières, ce club, hein, Manu, pour pouvoir rester en Ligue 1. Comment ça va se passer? On se cotise? Je ne sais pas, mais non, ça c'est possible, ça risque d'être compliqué. J'espère qu'on n'aura pas un nouveau cas l'Uznac comme l'année dernière, où le club avait gagné sa montée sportivement, mais qui avait été empêché d'un point de vue administratif parce que le stade n'était pas en conformité. Là, je pense que ça ne sera pas le cas. Néanmoins, moi je tiens à souligner quand même une chose. Dans le monde, avec tous les sujets qu'on vient d'aborder, notamment sur l'argent qui coule à flot et qui dicte un petit peu les victoires, là on a un bel exemple qui est cette péninsule corse. C'est 300 000 habitants à peu près, 9 500 licenciés. Ils ont 3 clubs professionnels et ce sont des habitués des remontées spectaculaires. Que ce soit Bastia ou là Ajaccio, c'est la même chose. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est que avoir si peu de licenciés, être si représentés au niveau professionnel avec si peu d'argent, c'est la preuve une fois de plus qu'on peut faire de grandes choses lorsqu'on a l'identité d'un club, la compétence, un peu de talent et surtout la passion et l'engagement autour d'un club. Merci. C'est le message beaucoup. que je souhaite donner. Manu Petit, merci. Lise Barenbaum, merci. Restez avec nous. L'info, c'est tout de suite et c'est sur i24 News.